Bonjour à toutes et à tous. C'est une édition spéciale de Smart Impact que je vous propose en partenariat avec le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui se tient pour la première fois cette année dans ce cadre prestigieux du Grand Palais à Paris. La nouveauté 2025, c'est la remise pour la première fois des grands prix BBCA de l'immobilier bas carbone. On va découvrir ces opérations remarquables, les dernières innovations, notamment dans le domaine du bois. Et puis on va aller jouer au padel dans un cadre idyllique. C'est parti, c'est Smart Impact. Et j'accueille la première invitée de ce Smart Impact depuis le Grand Palais à Paris, Hélène Génin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver dans ce cadre du Salon de l'immobilier bas carbone. Vous êtes délégué général de l'association pour le développement du bâtiment bas carbone. Bon, le secteur de l'immobilier en général est quand même dans une période un peu compliquée. Pourtant, il y a chaque année de plus en plus de participants ici. Alors, il y a certainement le cadre du Grand Palais qui attire, mais au-delà de ça, comment vous l'expliquez ? Eh bien écoutez, en fait, l'association BBCA, ça fait 10 ans qu'elle travaille sur la question du développement du bâtiment bas carbone. On a initié il y a 4 ans ce très beau salon qui a pris sa place dès l'origine, puisqu'en fait on est co-organisateur du CIPCA. Et il est évident que l'avenir, c'est le bas carbone. Et donc si le contexte est un peu tendu aujourd'hui, il y a un sujet d'innovation que les acteurs ne délaissent pas, c'est la question justement de ce bas carbone. Et le salon montre justement tous les acteurs qui progressent, toutes les innovations, tous les projets exemplaires et également les solutions pour accélérer la transition bas carbone. Même en période de difficultés économiques et de crise politique ou d'incertitude politique, ça doit jouer quand même dans les choix d'investissement, parce que faire switcher un modèle économique, basculer vers le bas carbone, ça coûte aussi de l'argent. Vous avez raison, c'est compliqué. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on saisit des opportunités. Au sein de BBCA, on a des pionniers qui sont éclaireurs et qui n'attendent pas une réglementation pour faire bouger les lignes. Et on s'inspire justement de cette énergie créatrice et novatrice qui est mise au service du collectif. C'est-à-dire que BBCA est d'intérêt général, reconnu d'intérêt général. Et donc, on fabrique des méthodes pour mesurer le carbone dans tous les types de bâtiments, le quartier, à tous les stades de vie des opérations, neuf, rénovation, exploitation. Et on a une formidable dynamique justement, notamment de nos membres et partenaires. Mais alors justement, qui fait partie de l'association BBCA, ou plutôt qui n'en fait pas partie, pour prendre un peu conscience justement de la prise de conscience et de l'engagement du secteur? Alors, au sein de BBCA, on a 130 membres aujourd'hui qui sont des acteurs de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre, donc des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs, des architectes, des bureaux d'études et d'ingénierie, des élus aussi, des villes. On a voulu en fait agir sur la demande et sur la prescription. Mais ça représente quoi? La moitié, les 3/4 du secteur? Écoutez, 130 membres, on est encore loin de représenter une part majoritaire, mais en revanche sur les pionniers, on est très clairement sur notamment la promotion. Par exemple, les 2/3 du top 20 des promoteurs immobiliers sont membres de l'association BBCA. D'accord, ok. Donc ça vous donne une... on a évidemment les grands constructeurs, Bouygues, Vinci, Eiffage et d'autres. Donc deux grands architectes, Jean-Marie Dutilleul qui a fait les gares des SNCF, Jean-Paul Viguier, Denis Valotte. Donc on a à la fois des acteurs très puissants qui nous soutiennent et qui soutiennent notre action, mais également des gens qui sont pionniers, ceux-là sont aussi pionniers, pour accélérer. Effectivement, avec une question qui est la question du risque économique, c'est-à-dire ne pas construire en tenant compte de ces contraintes environnementales, climatiques, du risque climatique. C'est prendre un risque économique aujourd'hui? Vous avez raison. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, la question du carbone intègre les rapports extra-financiers des entreprises et des investisseurs. Si la demande se contracte, il y a une part de cette demande qui correspond de toute façon à des investissements de qualité et sur lesquels les investisseurs vont flécher leurs investissements. Donc, pour une société qui, à un moment donné, veut être pérenne,
elle a l'obligation à un moment donné de se tourner vers l'avenir. Ce que l'on fait est dans le sens de l'avenir. Et on sait que dans des phases de transition un peu compliquées comme ça, il y a toujours 10% d'acteurs qui sont les pionniers. Ils sont avec BBCA. Vous avez à peu près 40% des acteurs qui derrière vont être des suiveurs et qui vont prendre le pas et notamment qui vont agir avec la réglementation. Et puis vous avez 10% des gens qui ne vont pas saisir le train et qui peuvent se faire du souci sur la pérennité de leur entreprise. Et qui prennent des risques. Je le disais dans le sommaire, le CIPCA organise pour la première fois les grands prix BBCA de l'immobilier remis ce jeudi matin. Alors déjà, quel est le principe ? Alors, les grands prix, déjà, c'est une sélection que l'on a fait sur des opérations immobilières que l'on souhaite mettre en tête de gondole. Il y en a 6. Mais ces opérations, elles sont représentatives en fait d'une tendance très globale et on a révélé que la progression en stock des opérations qui se sont engagées, qui sont en cours d'instruction pour un label BBCA ou déjà labellisé, eh bien c'est aujourd'hui 5,7 millions de mètres carrés depuis 2016 en stock et en progression par rapport à l'année dernière de 4,5 millions. Donc il y a une forte progression. Et au sein de ces opérations, on a regardé celles qui étaient livrées depuis 2023. Oui. Il y a eu un jury en présence notamment de Brice Lalonde du conseil d'administration et donc qui a élu 6 opérations. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Avec grand plaisir. Ouais. On a notamment Osta, qui est une opération livrée de Altarea, qui enjambe en fait le périphérique parisien dans le 15e. Ouais. Donc il y a le Grand Prix neuf résidentiel. On a Braise, qui est une opération WO2, ce sont des bureaux et qui est le siège aujourd'hui, le nouveau siège de GRDF, qui est à Saint-Denis. On a encore l'atelier de Covivio, qui est le siège européen de Covivio et qui se trouve dans le 8e pour la rénovation, le Grand Prix rénovation tertiaire. Et puis, 3 autres, si vous me permettez de les citer. Allez-y, oui. J'adore, moi, citer les lauréats. Absolument. Donc, la ZAC des Hauts-de-Nesle, qui est dans l'Est parisien, qui est une opération d'Epamarne, qui est une opération quartier. Donc là, évidemment, ce n'est pas livré. Ce sont des opérations qui ont des cycles de vie beaucoup plus longs. Mais donc, la ZAC des Hauts-de-Nesle a le Grand Prix BBCA quartier. Le square de l'Opéra Louis Jouvet, qui est une opération de Groupama Immobilier dans le quartier central des affaires, qui est dans le 8e, vraiment tout proche de l'Opéra, a le Grand Prix exploitation. Et enfin, on a souhaité élire un coup de cœur du jury qui revient à l'opération Unity, qui sont des bureaux neufs, qui sont à Nancy. Et donc voilà les 6 grands prix qui ont été délivrés. Il y a aussi le palmarès des maîtres d'ouvrage. En quoi c'est différent ? Ce sont des sociétés, des entreprises qui sont récompensées, c'est ça ? Donc là, on met en valeur aussi dans les trophées le palmarès des maîtres d'ouvrage. Ce sera la 7e édition. Oui. Où là, en fait, on met en lumière ceux qui font le plus d'opérations BBCA en cours d'instruction ou déjà délivrées. Et là, on a des habitués du palmarès. Donc les pionniers en fait. Les pionniers qui se challengent notamment pour être sur les 3 premières places. D'accord. Et donc cette année encore, on a la joie d'avoir présenté Next City, WO2, Altarea et Bouygues Immobilier qui se partagent plusieurs places dans le top 3. Et on en recevra certains ici d'ailleurs. Exactement. Et d'autres. Voilà, donc, Alors vous avez lancé aussi la LCBI Low Carbon Building Initiative que vous présentez comme la première méthode européenne harmonisée de mesure de l'empreinte carbone des bâtiments. De quoi on parle exactement ? Alors, on l'évoquera dans une autre émission avec Cécile Bapp demain, mais de quoi on parle en quelques mots ? Alors, BBCA a travaillé sur la France et on a développé des méthodes et qui sont le socle de labels de performance pour encourager les acteurs à mettre en valeur leur exemplarité. LCBI, c'est une adaptation de BBCA au niveau de l'Europe. Donc en fait, aujourd'hui, avec BBCA, qui est à l'initiative de LCBI et qui a créé LCBI au niveau de l'Europe, eh bien, on est capable de permettre aux acteurs qui ont des actifs immobiliers partout en Europe d'avoir une même méthode de comptage de leur Et donc un outil de comparaison ? Un outil de comparaison et également des plafonds d'émissions à respecter pour être exemplaire et recevoir le label LCBI. Est-ce qu'ils sont
complémentaires, parce qu'il y a déjà beaucoup de labels, on ne va pas tous les citer, la norme HQE pour la haute qualité environnementale, le certificat Habitat Environnement, il y a des labels de performance énergétique, des certifications internationales, etc. etc. On s'y perd un peu quand même. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais un label, à un moment donné, il correspond à un agenda du secteur. Aujourd'hui, on a une urgence, c'est celle du climat, qui est liée au carbone. Et c'est pour ça qu'on a lancé avec BBCA il y a 10 ans ce label qui est monocritère carbone. Il ne faut pas diluer l'effort. Les bâtiments, ils doivent continuer à être de qualité, mais qui trop embrassent mal les trains, à un moment donné, toutes ces normes ont fait leur travail et font que certains bâtiments sont très bien, mais on avait oublié le carbone il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, que ce soit BBCA ou LCBI, c'est une localisation géographique différente. BBCA, c'est pour la France. LCBI, c'est pour le reste de l'Europe. Mais c'est la même chose. D'accord. C'est le label de performance monocritère carbone qui met en lumière les opérations exemplaires. Merci beaucoup Merci Lenjena. Bon SIPCA, bon salon, ça va être dense évidemment, et on continue notre émission, le débat tout de suite, on parle innovation et compétitivité. C'est le débat de ce Smart Impact. On est toujours au SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone au Grand Palais à Paris, avec Laurence Desmazières. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente d'Icawood, et Marc Lafont, bonjour. Bonjour. Président de WO2. On va présenter vos deux entités qui sont complètement liées. Expliquez-nous, je commence avec vous. Icawood, c'est quoi ? Alors Icawood, c'est un fonds d'investissement qu'on a monté il y a 7 ans et qui a vocation à développer et restructurer de l'immobilier ultra bas carbone dans le Grand Paris. Et en fait, Icawood, c'est le bras financier de WO2. Qui est le premier promoteur français de l'immobilier bas carbone. Et je vais laisser Marc présenter plus en détail ce que fait WO2. Et donc WO2, on est une société qui développe et commercialise des immeubles ultra bas carbone. Donc on est une société qui historiquement s'est mise à calculer très tôt l'empreinte carbone de nos réalisations, et on est devenu assez naturellement spécialiste du bois massif comme principal matériau de construction, et spécialiste également des rénovations d'immeubles existants, puisque notre raison d'être, c'est vraiment de proposer de l'immobilier à très haute valeur environnementale. Également, on ne voulait pas que nos immeubles ne soient que des beaux objets techniques ultra bas carbone, on voulait proposer des immeubles avec une très haute qualité d'usage, et on est devenu également donc spécialiste du bureau et d'excellente qualité. On ne propose que des immeubles qui sont, en termes de valeur d'usage, un cran supérieur au reste du marché aujourd'hui. Ça veut dire que le tertiaire, c'est votre principal débouché aujourd'hui ? Alors, chez WO2, Icawood, oui. Aujourd'hui, on est principalement actif en tertiaire. Néanmoins, en fait, au-delà du tertiaire, nos projets sont tous des projets mixtes, puisque aujourd'hui, ne faire qu'un immeuble de bureau ou qu'un immeuble de logement, quand vous faites des projets qui font 20, 30, 40, jusqu'à 100 000, voire plus de 100 000 mètres carrés, on est obligé, et on le souhaite, on l'appelle de nos voeux, de créer des vrais ensembles mixtes, des vrais quartiers de ville. Et donc, de ce point de vue-là, Icawood, en tant que fonds d'investissement, aujourd'hui, est un acteur de la ville, est un acteur de la mixité, en étant accompagné par WO2, donc à la fois en faisant des bureaux, principalement, mais on a aussi des résidences étudiantes, du logement, de l'hôtellerie, et donc on est capable aujourd'hui d'agir sur quasiment l'ensemble des classes d'actifs que compose l'immobilier. Pourquoi le bois s'est imposé ? Et est-ce que c'est venu assez vite finalement dans vos projets de se dire si on veut être bas carbone, faut aller vers le bois massif ? Le bois s'est imposé petit à petit, puisqu'on est passé du prisme du kilowattheure au mètre carré à un prisme qui est beaucoup plus pertinent à mon sens, qui est celui du CO2 au mètre carré. Et donc en se mettant à calculer l'empreinte carbone des immeubles, on s'est rendu compte que un gros facteur d'émission des immeubles, c'est la construction, principalement parce que les matériaux de construction sont extrêmement carbonés, et notamment le béton et l'acier. Et donc remplacer le béton et l'acier par du bois, c'est remplacer deux super pollueurs,
Le béton et la fabrication du ciment, c'est quand même le 4e plus gros pollueur au monde. On parle beaucoup du charbon, on parle beaucoup du pétrole, on parle beaucoup du gaz. Le numéro 4, c'est la fabrication du ciment. Donc on remplace ces matériaux qui sont très émissifs par un matériau qui stocke du carbone au lieu d'en émettre, le bois massif. Et donc petit à petit, le bois s'est imposé comme principale alternative par rapport à ces matériaux très polluants. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'autres avantages à construire en bois. Dans un premier temps, pendant la phase de chantier. Construire en bois, c'est la possibilité de construire des chantiers avec moins de flux, moins de nuisances, des chantiers plus rapides. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'acceptabilité des projets immobiliers. Il faut réconcilier les Français et les grues. Et pour ça, il faut leur proposer des chantiers qui ne mettent pas le bazar dans des villes pendant des années. Le bois est extrêmement bon élève pour ça. On s'est rendu compte également que proposer des immeubles en bois, et si on arrivait à garder le bois visible à l'intérieur de nos immeubles, on proposait des espaces qui, en termes de qualité de vie, n'avaient pas d'équivalent. Et donc pour toutes ces raisons-là, dans un premier temps, haute valeur environnementale, très bonnes caractéristiques techniques sur le chantier, sur la mise en œuvre du matériau, et derrière, qualité d'usage extraordinaire, le bois avait de grandes chances de s'imposer petit à petit dans le paysage de la construction. Laurence Desmazières, est-ce que c'est, si on regarde un peu l'évolution, est-ce que c'est de plus en plus facile de convaincre des investisseurs de trouver des partenaires financiers grâce à cet argument du bas carbone? Ou est-ce qu'au contraire, je rajoute un élément à la question, si ces projets coûtent plus cher, vous allez me répondre, est-ce que oui ou non ils coûtent plus cher? C'est aussi compliqué de convaincre des investisseurs en disant ok, on veut bien être bas carbone, mais si ça nous coûte beaucoup plus cher, on n'y va pas. Alors nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un phénomène d'accélération absolument gigantesque depuis le lancement de notre fonds Ikawood sur cette thématique de la décarbonation du point de vue à la fois des investisseurs et aussi du point de vue des financeurs, parce que vous le savez, l'immobilier, quand on monte un gros projet immobilier, on a à la fois des fonds propres qui sont apportés par nos investisseurs et puis de la dette qui est apportée par de grands financeurs. Ikawood, quand on a lancé le montage du fonds, la thématique c'était celle du bas carbone. C'était très innovant à l'époque parce qu'il n'y avait aucun fonds d'investissement spécialisé dédié en immobilier à cette thématique du bas carbone. Et c'est vraiment sur ce thème-là précis, associé au bois qui apporte tous les éléments dont Marc parle, et notamment cette qualité produit qui est absolument cruciale en fait pour un investisseur en termes de décision d'investissement, parce qu'en tant qu'investisseur, vous voulez investir dans les meilleurs produits. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre une douzaine d'investisseurs institutionnels, de grands investisseurs institutionnels, de nous suivre. On a quand même levé 750 millions d'euros de fonds propres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette tendance n'a fait que s'accélérer. Et aujourd'hui, le critère de l'immobilier bas carbone devient un critère absolument discriminant dans la décision des investisseurs. C'est un prérequis. C'est presque un prérequis. Je dirais, c'est vraiment quasiment très haut dans la liste des décisions. Mais Marc Lafont, je repose la question, est-ce que ça coûte forcément plus cher un chantier bas carbone? Pour compléter, je crois que la notion de rentabilité et de coût de construction, elle n'est pas binaire, elle est plurielle. Dans un premier temps, oui, mais enfin, quand on est dans une période où le secteur de l'immobilier est un peu chaotique, on va commencer par reposer des ordres de grandeur. Sur un chantier qui va avoir un coût de construction qui est de l'ordre entre 2000 et 2500 euros du mètre en ce qui concerne le coût de construction de la superstructure. La partie gros œuvre va représenter autour de 400. Et pour simplifier, la partie matériaux sur la superstructure va représenter entre 100 et 200 euros du mètre. Donc on est quand même sur la totalité de cette matière première qui correspond à grosso modo 5 à 10% de votre coût de construction. C'est une petite partie du bilan dans son ensemble parce que le prix de revient de votre opération va plutôt être lui autour de 6 000, 8 000, ça dépend de là où vous êtes et notamment du prix du foncier. Mais donc on parle d'une toute petite partie du coût de construction. Ça c'est un premier sujet. Cette toute petite partie du coût de construction, 5 à 10%, si vous achetez votre bois, on va dire 50% plus cher que ce que vous auriez acheté le béton, et bien du coup vous allez être sur un levier qui est de l'ordre de 5%, donc autour de 50-100 euros du mètre. D'accord ? Et en face de ce coût de construction, vous allez avoir des avantages. Alors quels sont-ils ? Je vais vous prendre un exemple, le chantier de Braise, le siège de GRDF à Saint-Denis. Oui, vous avez été lauréat des premiers Grands Prix BBCA ce jeudi. Oui, ce chantier on le livre avec 3 à 4 mois d'avance. Quand on livre un chantier comme ça avec 3 à 4 mois d'avance, c'est 3 à 4 mois de loyer en plus. Et donc ça représente
grosso modo un gain en loyer qui est de l'ordre, de la même manière, de 100 € du mètre. Donc on vient largement compenser le surcoût de construction. Un deuxième exemple que je peux vous donner, un exemple de notre opération de Marcadet dans le 18e, sur laquelle on vient surélever un ensemble immobilier existant, on vient rajouter 25 000 m² sur une dalle existante. L'enjeu sur ce projet qui est dans le 18e arrondissement, dans un endroit très dense, c'était de réussir à construire. On ne pouvait pas surélever cet ensemble immobilier existant en le maintenant en exploitation en béton. On est 5 fois plus léger en bois, on n'a pas à reprendre la totalité des structures, donc le sujet c'était d'arriver à construire ces mètres carrés dans le 18e arrondissement et à sortir cette opération de 35 000 m². Et là, le bois était la seule option valide. Donc vous voyez que sur des projets de développement, la rentabilité des projets ne repose pas que sur la notion uniquement du coût du matériau et d'autres sujets. Et peut-être si je peux juste ajouter un point. Je dirais, au-delà de tout ça, la question que nous, on se pose en tant qu'investisseurs, c'est est-ce que cette capacité qu'on a de construire bas carbone, de construire en bois, est-ce que derrière, on est capable en fait d'aller chercher une forme d'élasticité prix-demande du côté des utilisateurs, donc du côté des entreprises qui, elles, vont payer un loyer pour pouvoir s'installer chez nous. Et nous, ce qu'on constate aujourd'hui, notamment dans des marchés qui, comme vous le disiez, sont difficiles. On a un très grand projet à Nanterre. Le marché de Nanterre et le marché de la péridéfense souffrent aujourd'hui, mais souffrent aussi parce qu'on a un manque cruel d'offres de bureaux de très très bonne qualité. On a beaucoup d'immeubles qui sont totalement obsolètes. Et on voit qu'aujourd'hui, on arrive à sécuriser des loyers arboretum qui sont quasiment 2 fois supérieurs à d'autres immeubles qui sont en béton. Et je pense que cette qualité produit, cette qualité bas carbone, cette qualité d'usage permet aussi de convaincre des grandes entreprises de s'installer chez nous. Et donc ça, dans le modèle économique, forcément, c'est à prendre en compte. Ouais. Ce bois, il nous reste moins de 2 minutes. J'ai quand même une question sur l'approvisionnement. Ce bois massif dont vous parlez, est-ce qu'il vient forcément de France? Est-ce que la filière bois française, elle est adaptée à ce que vous recherchez ou pas? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a la matière première, qui est la forêt. Il y a l'outil industriel avec lequel on la transforme. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup de forêts et on a peu d'outils industriels. On a peu de grands industriels qui transforment cette forêt française dans un matériau de construction qui a, jusqu'à preuve du contraire, une durée de vie éternelle. Donc nous, sur la quasi-totalité de nos opérations, on travaille avec un charpentier qui est un charpentier français, qui est aujourd'hui basé juste à côté de Strasbourg, qui en est à sa 6e génération de dirigeants et de père en fils. C'est une boîte remarquable, qui va sourcer son bois dans un rayon grosso modo de 200 à 300 km autour de son usine. Donc on a à la fois l'Autriche, l'Allemagne et la France. Et notre CLT, notre lamellé collé contre-croisé, vient principalement d'Autriche, juste à côté de Vienne. Il faut savoir que nous, nos besoins, ils sont de l'ordre de 30 à 40 000 m3 de bois par an. La capacité de la française, elle est de l'ordre de 25 000 m3 par an. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et nous, on appelle de nos voeux des investissements français dans le développement d'un outil industriel qui nous permet de flécher l'usage de la forêt vers le matériau de construction, c'est-à-dire des usages longs, plutôt que du papier, de la palette ou du bois d'énergie, parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur moyen d'arriver à transformer nos bâtiments dans des puits de carbone. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon salon, bon SIPCA et félicitations encore pour ce grand prix BBCA pour ce projet Brest. C'est le siège de GRDF, c'est ça? Exactement, c'est le siège de GRDF. Ils ont déménagé en tout début d'année. Et ben voilà, merci et bon salon encore une fois. Notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, vous le savez, c'est notre rubrique Startup et Innovation et on profite de ce passage au Grand Palais, au SIPCA pour rencontrer Emmanuelle Brizet. Bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Sportfield, lancée par Jean Malera, créée par Jean Malera en 2022, premier terrain 2024. C'était quoi l'idée de départ? C'est quoi Sportfield? Alors, Sportfield, c'est une entreprise qui a pour mission de ramener le sport en cœur de ville pour tous. Ouais. Il y a une pression, en particulier des sports, de ce qu'on appelle des terrains de grand sport, donc les sports de raquettes, le paddle, le tennis, etc. Le squash, on a commencé par le paddle, puisqu'il y a vraiment un engouement pour le sport en ce moment. On intervient, comment on fait en fait normalement la pression immobilière des cœurs de ville est incompatible avec les contraintes de ces grands sports et les besoins de surface. La réalité c'est que de l'espace il y en a et c'est de l'espace qui est en transition en Manche. Et du coup l'idée de Jean à l'origine a été d'exploiter et de valoriser
ces espaces en transition et en préfiguration en ayant un angle d'urbanisme temporaire. D'accord, ok. C'est de l'urbanisme transitoire. Alors, il y a un bon exemple, il se trouve que je passe devant tous les jours, c'est donc à Paris, bord de Seine, maison de la radio d'un côté, c'est quoi? C'est un ancien parking? C'est un ancien parking Oui. qui est en friche depuis 6 ans en fait, D'accord. et qui va être transformé à terme en espace vert. Mais ça prend du temps typiquement, et puis il y a beaucoup de sujets d'autorisation pour que toutes les directions se mettent d'accord. Oui, en fait, nous on a un partenariat public-privé avec la mairie de Paris et avec la ville pour pouvoir venir valoriser cet espace. D'accord. Donc on vient de façon temporaire. Il y a une piste, comme on dit, un terrain de padel, Oui. c'est ça? Il y a un terrain, il y en aura 3 bientôt. D'accord. Bonne nouvelle. Et en fait, ces terrains, on vient les poser sur un espace qui ne demande pas. Donc, ce sont des structures temporaires qui. Alors, temporaire et pas éphémère et événementiel. On est temporaire, pour nous, c'est au moins 1 an. D'accord. Mais c'est une structure qu'on vient poser qui vient vraiment s'intégrer dans l'espace et dans Ça veut dire qu'il n'y a l'écosystème. pas d'artificialisation du sol. Il n'y a pas d'artificialisation du sol. C'est quoi le cahier des charges en quelque sorte, quoi? Bah, en fait, on peut prendre tout espace. On fait des parkings, des espaces verts, des toitures. Ouais. En fait, on n'a pas besoin que le sol soit plat, on a besoin d'un raccordement à l'électricité, c'est tout. Et on vient poser cette structure. Au-delà de la structure et d'un terrain classique de paddle, ils sont un peu différents parce qu'on a fait une structure d'isolation. Et l'isolation phonique, c'est pour les sports, notamment les sports de raquettes, et ça a fait un peu parler. Mais nous, on a créé une structure dédiée, et c'est mon associé qui est architecte qui l'a fait, qui est une boîte et une seconde peau qui isole le bruit. Et donc on valorise cet espace, et puis par ailleurs on travaille avec la ville, les associations et les scolaires à qui on donne des créneaux et qui viennent profiter de l'infrastructure. Ouais. Vous administrez le terrain ensuite? Ça fait partie du business model ou pas? Nous on n'est pas constructeurs, Ouais. on les fait construire et on les opère. D'accord, vous les opérez. Ce sont des terrains autonomes en revanche, donc on est vraiment dans l'infrastructure. Nos utilisateurs viennent réserver en ligne, reçoivent un code qui est valide 15 minutes avant et 10 minutes après, et ils viennent, ils jouent et ils s'en vont. D'accord, pour l'instant c'est le padel, mais il y a des projets dans d'autres sports? Ouais, on étudie une infrastructure de squash. En ce moment, on pourrait, le basket aussi est un vrai sujet. Alors l'objectif, c'est dans certaines zones de pouvoir activer avec une offre multisport. Et puis c'est vraiment de pouvoir proposer une infrastructure qui permette à tout le monde de pratiquer. Vos clients, vos interlocuteurs, c'est forcément les collectivités territoriales, les mairies essentiellement, c'est ça? Les mairies, les métropoles, on travaille aussi avec des acteurs privés, des propriétaires fonciers. Public et semi-public ou privé. On intervient notamment dans des phases de transition quand il y a des très gros chantiers. Parfois il y a des chantiers, mais le montage du dossier, le financement, c'est 2 ans, 3 ans. Les permis, les recours, et du coup on vient de la même façon activer ça. Ou alors il y a des zones qui sont en transformation. Par exemple, on a des centres commerciaux qui se transforment dans des multi-usages. Et ils ont des phases de travaux prévues pour dans 3 ans, mais en attendant, l'espace est là, et du coup, on vient le valoriser. Un dernier mot, 20 secondes. Est-ce que, si je reprends l'exemple de ce terrain en bord de Seine, quand ça sera devenu un espace vert, vous allez partir forcément ou pas? Alors, il est probable qu'on reste, et c'est sûr qu'il y a une fois qu'on a développé une pratique, une habitude, et puis que les riverains ça s'est intégré dans le tissu local. C'est difficile de retirer la structure, mais donc oui, idéalement on reste. Ok, bon, on vous le souhaite, et on le souhaite aux passionnés de paddle, dont je suis. Merci beaucoup, et bon salon, bon SIPCA. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission ici depuis le Grand Palais.